ici, c'est pour ça que je veux aborder aussi la question de la falsification inconsciente conceptuelle, qui pourrait être une sixième catégorie de falsification. Donc, c'est-à-dire que parmi tous les répondants, il y en a plusieurs qui ont mentionné ne jamais utiliser la punition positive, ne jamais utiliser le renforcement négatif et ne jamais utiliser la punition négative. OK? Pourtant, dans les mêmes répondants, ben, ces mêmes répondants-là mentionnent utiliser la correction verbale, la pression spatiale, le harnais à attache frontale, le LICU, okay, du genre Alti ou Gentle Leader, ou le time-out qui pourrait être une forme de punition négative. Donc, ici, donc, tout ce que je veux venir mettre en lumière, c'est que, par exemple, les gens ici vont utiliser la correction verbale ou la pression spatiale, mais sans jamais se rendre compte que ça pourrait être perçu ou faire partie d'un procédé lié à la punition positive ou lié au renforcement négatif. Okay? Par exemple, si on utilise une pression en s'avançant pour le chien, ne serait-ce que pour lui apprendre à reculer, et par la suite, on marque, on récompense, ben on a quand même utilisé un peu de renforcement négatif, qu'on veuille se l'avouer ou non. Donc, à ce moment-là, ben, c'est des gens qui vont avoir marqué peut-être que leur approche est cohérente, mais par contre, elle n'est peut-être pas cohérente dans le contexte où les personnes vont peut-être pas comprendre quel est le mécanisme utilisé au-delà de la technique. Donc, on va avoir certaines techniques basées sur le renforcement négatif qui vont être hyper cachées. Par exemple, le collier électrique ou n'importe quel autre outil qui pourrait être utilisé pendant une certaine durée jusqu'à temps que l'individu trouve un comportement alternatif et que par la suite, que le comportement augmente parce que l'individu comprend que c'est sa porte de sortie. Donc ici, on a vraiment un problème davantage de perception des outils que de problématiques avec les mécanismes. Donc les mécanismes, on a peut-être moins de difficultés à les utiliser, mais par contre, si le même mécanisme est utilisé avec un autre outil, ça en devient problématique. Okay? Il va être davantage caché. Donc ici, je comprends aussi que concernant est-ce que, par exemple, le harnais frontal peut aussi être de la punition positive? Oui, c'est possible. Donc, par exemple, on pourrait s'imaginer un chien hypersensible, on lui met le harnais pour la première fois, il arrive au bout, bam! OK? Donc, pour lui, c'est le choc terrible. Chaque perception est valide. Et finalement, ben, il tire plus jamais au bout de la laisse. Ça pourrait aussi être le cas. Donc, ici, c'est pas le débat à quel cadran appartient chaque outil. Je pense que dans les faits, ça peut être assez différent, mais c'était juste pour exprimer que parmi les gens qui disent ne pas utiliser de renforcement négatif, ben, il y en a 60% qui utilisent le harnais à attache frontale qui est un procédé en renforcement négatif pur et dur, c'est-à-dire que le chien arrive au bout de son harnais, ça crée une pression désagréable et finalement, ben, il finit par comprendre que, ok, ben, quand je recule, la pression désagréable arrête. OK? Donc ça va être assez admis comme outil. Mais par contre, on ne va pas vouloir le nommer tel quel, comme quoi on viendrait utiliser du renforcement négatif. Bien entendu, on pourrait aussi parler de magnitude, on pourrait aussi parler de contexte, on pourrait parler de plein d'éléments nuancés qui viennent définitivement changer la perception de la question de l'aversivité pour l'individu. Et personnellement, ben, je pense que c'est des questions intéressantes qu'il faut se poser. Donc, il y a Hélène qui mentionne, donc, certains ne savent pas ce qu'est le cadran opérant. Ben, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui la question des conséquences, c'est-à-dire punition positive, négative, renforcement positif ou négatif, appartient à des outils plutôt qu'à des mécanismes. OK? Et ça, je pense que c'est problématique à travers toutes les approches. Donc, je vais juste descendre un petit peu plus dans les questions
juste au cas. Au final, j'ai vraiment l'impression que le système de label ou d'étiquette qu'on utilise, est-ce que je suis en renforcement positif, est-ce que je suis balancée, est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça, mais ça peut peut-être empêcher les praticiens, c'est-à-dire les éducateurs canins, les intervenants, les entraîneurs, les maîtres chiens, les comportementalistes, les coachs, bref, hein, on va pas on va pas s'enfarger, tomber dans les termes, on va s'appeler praticien du domaine canin, de reconnaître les mécanismes opérants de leurs propres outils. Donc ça, on peut le voir dans le sondage que c'est présent à très haute, dans une très haute proportion de répondants. Il faut comprendre que c'est pas une question de mauvaise foi individuelle. Puis, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que plus le type de conséquence est stigmatisé, plus la dissimulation va être élevée et aussi, plus un outil va être stigmatisé, plus la dissimulation va être élevée. Donc, par exemple, le harnais à attache frontale qui est pas vraiment stigmatisé dans n'importe quelle culture, parce qu'on va voir qu'il y a aussi vraiment une question de culture dans l'utilisation de chaque outil, ça va être un outil qui va être absolument pas caché. OK? Mais par contre, on pourrait avoir un autre outil qui utilise le même procédé, le même mécanisme, mais cet outil-là va être beaucoup plus caché. Après ça, je pense qu'il y a aussi définitivement la question de nuance sur le potentiel de danger de chaque outil. Je le comprends, mais je trouve quand même les résultats assez intéressants. Donc, par exemple, les gens vont avoir tendance à beaucoup plus venir cacher ou dissimuler l'utilisation de la punition positive, beaucoup plus que la punition négative qui serait considérée moins aversive. Donc, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vous invite à aller voir juste des études, puis c'est disponible partout, du genre si on va sur Google Scholar concernant, je ne sais pas moi, agression et punition négative, donc réaction de peur et punition négative, réaction de frustration et punition négative, bref, il y en a des études qui sont disponibles. Donc, la correction verbale se cache à 5%. Donc, la plupart des gens vont l'utiliser, mais sans la cacher. Alors que si on utilise le spray, par exemple, il va se cacher à 44%. Donc, on voit ici qu'on a le même mécanisme et c'est possible aussi que ça ne soit pas nécessairement la même magnitude, mais on va le cacher différemment en fonction de comment il est perçu dans notre milieu. Et le dans notre milieu est vraiment important parce qu'on va voir qu'il y a des différences flagrantes d'une culture à l'autre. C'est sidérant. OK? Donc, le mécanisme opérant est le même, mais le coût social de l'outil est totalement différent. Victoire, est-ce que jusqu'à maintenant, je m'embourbais un peu, beaucoup ou passionnément? Où ça allait? Non, c'est bon. OK. Avant de parler de qui falsifie quoi, dans quel groupe, parce que tout le monde veut savoir qui cache quoi, okay, c'était ce que tout le monde semblait vouloir savoir, mais on va comprendre en premier, pourquoi les gens se cachent. Okay? Donc, un peu comme quand on intervient avec un chien, on se demande pourquoi il fait ça, quelle est sa cause, à quel besoin naturel on répond pas. Ici, on peut se poser les mêmes questions. Donc, quelles sont les causes de la falsification? Pourquoi les gens ont un besoin de mentir, outre que ce sont de très mauvaises personnes? Peut-être qu'il y a d'autres variables qui entrent en jeu. On va avoir d'un côté la falsification inconsciente, donc qui va être le mécanisme du praticien qui ne voit pas son propre écart. Ça, ici, on a pu le constater avec des gens qui disaient oui, ma pratique est la même, mais après ça, ils cochaient des trucs et c'était pas la même pratique. OK? On avait aussi la falsification par crainte. Donc, ça, c'est le mécanisme du praticien qui voudrait sûrement être transparent, mais dans le fond, qui a peur des conséquences qui pourraient se produire. Et ces conséquences-là sont produites par le milieu. Okay? Donc, ça, c'est important de le comprendre. Pour la falsification inconsciente, idéalement, mais ça serait que chaque praticien vienne augmenter sa propre compréhension de ce qu'il fait.
Et dans le cas de la falsification par la crainte, bien, ça serait d'intervenir directement sur les mécanismes de sanctions informelles. Parce que comme on va le voir plus tard dans la présentation, les mécanismes de sanctions informelles, comme par exemple la pression par les pairs, agissent énormément sur la dissimulation. Donc, on va aussi avoir la falsification par défaut de vocabulaire. Donc, ici, ben, c'est vraiment quand on force le praticien à choisir l'étiquette qui représente le moins faussement sa pratique. Donc, ça va vraiment être une dichotomie, mais axée sur le vocabulaire. Donc, à ce moment-là, ben, peut-être qu'une stratégie, ça serait de développer d'autres étiquettes qui seraient plus nuancées, qui viendraient peut-être décrire plus finement qu'est-ce que les gens font réellement. Mais personnellement, j'ai vraiment l'impression que même si on développe plein d'étiquettes, ça va toujours être très difficile de définir les gens. Un truc qu'on ne voit pas ici aujourd'hui ensemble, mais qui serait passionnant, mais qui prendrait des heures, voire des années, c'est vraiment de voir le profil individuel de chaque répondant. OK? Donc, moi, c'est une chance que j'ai eue parce que je les recevais dans mes courriels. Donc, je voyais que, OK, parfait, quelqu'un a répondu au sondage. Je ne sais pas c'est qui la personne, mais je vois son profil. OK? Donc, ça me permettait de voir l'individu, comment la personne agit, c'est quoi son processus de décision, au-delà des étiquettes. Puis ça, c'était vraiment intéressant. Donc, ça m'a permis de voir qu'il y a vraiment une distinction énorme de pratiques, de façons de prendre des décisions à travers chaque individu. Et c'est normal, on est des êtres humains différents. Et on a aussi la falsification par commodité qu'on a appelée la falsification stratégique. Oui, c'est un choix de facilité, mais la transparence va être possible uniquement dans les contextes où elle ne va pas être coûteuse, soit au niveau communicationnel ou au niveau social. OK? Donc, à ce moment-là, ben, ça serait peut-être de venir réduire le coût communicationnel de la nuance. Un exemple que je pourrais donner, c'est il y a quelques années, on a fait une publication sur les réseaux sociaux où on mentionnait que le renforcement positif ne fonctionne pas toujours, OK? Puis pas en termes de procédé, OK? Mais par exemple, que de donner de la nourriture à un chien pour résoudre un problème de comportement ou pour lui apprendre quelque chose, ben ça fonctionne pas toujours. Et on a reçu vraiment vraiment énormément de commentaires négatifs, d'insultes et tout, alors qu'on voulait juste apporter certaines nuances. On voulait pas dire, hey, ne donnez plus de nourriture à vos chiens, n'utilisez plus les techniques jugées comme un renforcement positif qui utilisent la nourriture, juste, on veut émettre certaines nuances. Non, c'est pas possible. Tape sur les doigts. Euh, donc, maintenant, on va commencer à entrer dans le croustillant. J'espère que vous avez de l'eau parce que ça va être salé. OK? Donc, on a tout ce qui est en orange correspond aux personnes qui ont répondu au sondage, qui habitent en Amérique du Nord. Et on a tout ce qui est en bleu qui correspond aux gens qui sont en Europe. Donc, à ce moment-là, ça nous permet de voir parmi les répondants, parmi ce que j'appelle la culture, ou ça pourrait être aussi appelé emplacement géographique, mais comment ça vient interférer avec l'utilisation des outils. Et personnellement, je ne m'attendais pas à de tels résultats. Peut-être que vous, oui, mais de mon côté, j'ai trouvé ça impressionnant. Donc, sauf peut-être pour la cage à laquelle je m'attendais un petit peu à cette réponse-là. Donc, on va voir qu'il va y avoir énormément de distinctions au niveau de l'utilisation de la cage, du collier martingale, du collier à pic, de l'utilisation de la pression spatiale, du collier coulissant, du licou qui est beaucoup moins utilisé en Europe qu'en Amérique du Nord. Donc, en Amérique du Nord, c'est même considéré comme un outil au niveau législatif dans certaines municipalités. Il faut qu'un chien en porte un, soit ça ou un harnais à attache frontale. Donc, par la suite, on a aussi les distinctions avec, par exemple, le collier à vibration uniquement, le collier plat qui semble être utilisé avec peu de variations. Après ça, on avait la question, oui, des friandises, de la longe, correction verbale qui semble être
assez proche, là, à quelques points d'écart uniquement. Il y a des gens ici qui pourraient dire oui, mais la médication prescrite par un vétérinaire, c'est pas un outil que l'éducateur utilise lui-même ou qu'il peut conseiller à un premier degré. C'est-à-dire, faites ça et la personne peut le faire sans passer par un autre intermédiaire. Par contre, je pense que ça serait quand même faux de nier que l'éducateur canin a aucun rôle à jouer dans est-ce qu'un client va aller consulter un vétérinaire et par la suite se faire conseiller de la médication comportementale. Donc, personnellement, je l'ai inclus dans les outils. S'il y a des gens qui ne sont pas contents, ben, vous pourrez l'exclure. Pas de stress. Mais on voit par la suite dans les résultats entre différentes approches que oui, ça joue énormément. Sinon, on ne verrait pas autant de variations. Donc, on avait le harnais à attache frontale qui est davantage utilisé en Europe, l'utilisation de l'immersion qui est davantage utilisée en Europe et, étonnamment, l'utilisation de l'isolement social qui serait plus utilisée en Europe. Mais pourtant, par chez nous, on utilise plus de cages. Okay? Donc, on va plus tard revenir sur cette question épineuse. Donc, on semble vraiment avoir une différence profonde dans la représentation culturelle du confinement chez nos chiens. Ça semble être assez marqué dans les résultats. Parmi les petits trucs que j'ai recherchés, semblerait-il que on a une culture au niveau nord-américaine qui s'est structurée autour d'un continuum au niveau des outils avec des formations explicites sur leur usage. Comment utiliser le collier électrique, comment utiliser le collier à pied, comment entraîner la cage, comment entraîner ci, comment entraîner ça. Bref, on a des formations explicites sur chacun de ces sujets. Il y a beaucoup de formations disponibles, ce qui semble être moins le cas en Europe. Donc, ça pourrait expliquer en quelque sorte la distinction culturelle, être une hypothèse parmi des milliers d'autres. OK? Un autre truc que j'ai noté, c'est la question de la responsabilité individuelle en cas d'incident et la tolérance culturelle envers les chiens. Donc, par exemple, surtout aux États-Unis plus qu'au Canada, il va y avoir une culture beaucoup plus prononcée au niveau de la poursuite. Okay? Et les gens vont être tenus à une responsabilité individuelle beaucoup plus importante si leur chien mord quelqu'un. Donc, ça pourrait aussi expliquer pourquoi les gens vont utiliser autant de moyens restrictifs sur leur animal. Une laisse courte, une muselière pour des incidents peut-être assez mineurs, utilisation du collier à pic ou électrique ou plus de laisse-lasso pour avoir, qu'on le veuille ou non, plus de contrôle sur la tête qui amène un certain plus de contrôle aussi sur l'individu. Donc, je pense que ça reste aussi à explorer parce que de simplement mentionner les gens en Amérique du Nord sont plus idiots et maltraitants, peut-être, mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses à explorer avant d'affirmer ça de façon certaine. Donc, un truc que j'ai peut-être pas assez exploré, c'est la tolérance culturelle envers les chiens. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous êtes déplacé de l'Europe à l'Amérique du Nord et vice-versa, bien souvent, qu'est-ce qu'on peut remarquer personnellement, c'est que en Europe, il y a beaucoup plus de chiens qui sont lâchés. Genre, la culture de laisser son chien en liberté, elle est présente. Elle n'est pas présente au Québec. Okay? Au Québec, un chien doit être en laisse dès qu'on est à l'extérieur de chez soi. Il doit être en laisse, une laisse de 1,85 m. Les chiens ne peuvent pas aller dans les restaurants, les chiens ne peuvent pas aller dans aucun commerce. Il y a une peur aussi envers les chiens qui est beaucoup plus prononcée. Donc, ça, ben, ça affecte aussi à quel point les gens ben, vont vouloir contrôler leur animal. OK? C'est possible aussi qu'il y ait des techniques qui fonctionnent de façon similaire, mais qui ont tout simplement d'autres noms ou qui sont pratiquées aussi avec d'autres outils. Okay? Par exemple, ben, n'importe qui avec une laisse et un collier plat peut faire des dommages considérables s'il s'y met. Comme je pense que n'importe qui a déjà travaillé avec un collier plat et une laisse pour donner des corrections à un chien ou créer de la pression comprend qu'est-ce que je veux dire. Et par la suite, ben, le seuil de falsification peut aussi être différent en fonction des cultures, étant donné que même malgré que ici ce soit les
résultats qui sont supposément les résultats sans mensonge, okay? Donc les résultats honnêtes et anonymes, mais c'est possible que même dans un sondage anonyme, que les gens se soient un peu falsifiés, surtout si le coût est important. OK? Donc, on voit que dans certaines cultures, le coût d'utiliser certains outils est plus important que d'autres.